Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de ce TD numéro 7 consacré à la politique éducative napoléonienne. Alors, la Révolution, le Consulat et l'Empire marquent un tournant dans la politique éducative en France. C'est véritablement à ce moment-là que l'éducation devient une préoccupation, une prérogative de l'État. En effet, sous les rois de France, sous l'Ancien Régime, l'éducation n'était pas un sujet prioritaire. Certes, il y avait l'ordonnance de 1698, promulguée donc par Louis XIV, qui crée les petites écoles à l'échelle de la paroisse, les écoles paroissiales, mais c'est cette ordonnance, certes imposée aux parents d'envoyer leurs enfants dans ces écoles paroissiales, mais ne précisait en rien quelles pourraient être leurs modalités de financement ou d'organisation. Par conséquent, l'enseignement sous l'Ancien Régime est essentiellement organisé par les ordres religieux, et on pense notamment à la Compagnie de Jésus, aux jésuites, jusqu'à leur dissolution en 1763. Alors, néanmoins, la philosophie des Lumières permet de réfléchir justement à l'éducation, à l'instruction comme possible politique publique. Certains grands textes canoniques s'intéressent à la question éducative. On pense spontanément à l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, qui pratique des méthodes éducatives novatrices dans sa théorie de l'éducation dans l'Émile, partant de l'élève, partant du ressenti de l'élève. On pense aussi à Condorcet, Condorcet qui est l'inventeur du concept d'instruction publique. L'instruction publique, c'est vraiment ce qui définit la politique éducative en France au XIXe siècle, puisque le terme d'éducation nationale n'arrive qu'en 1932. Le ministère de l'Instruction publique devient le ministère de l'Éducation nationale en 1932. Donc, à l'époque, et notamment sous la Révolution, sous le Consulat et l'Empire, on parlait d'instruction publique. Et la philosophie de Condorcet imprègne la politique révolutionnaire. Alors, les révolutionnaires commencent à s'intéresser à la problématique de l'instruction publique dès 1791, mais plus encore en 1793, sous la Convention, un premier décret euh, voté en l'an 2, sous l'impulsion de Louis-Joseph Charlier, rend l'enseignement gratuit, laïque et obligatoire. Alors ici, il s'agit pour les montagnards de favoriser l'unité de la nation par un enseignement public commun et notamment par l'apprentissage commun du français au détriment des patois. Et là, il faut faire référence au rapport de l'abbé Grégoire qui dénonçait donc ces patois qui cherchaient à imposer le français partout sur le territoire. Alors néanmoins, cette première tentative de créer une école publique, laïque, gratuite et obligatoire ne résiste pas à la chute de Robespierre. Néanmoins, en 1795, au début du Directoire, la loi d'Aunoux est votée, elle organise l'enseignement primaire, mais supprime l'obligation d'éducation. Par ailleurs, la loi d'Aunoux organise également les écoles centrales, qui sont des écoles à la pédagogie assez novatrice, puisqu'elles ne reposaient plus, ces écoles centrales, sur les seules humanités, mais sur un enseignement scientifique, reposant notamment sur les mathématiques, sur la physique. Et donc ici, il s'agit très clairement d'une introduction dans ces écoles centrales de l'enseignement inspiré de ce que prônaient les philosophes des Lumières. Alors, néanmoins, lorsque Napoléon arrive au pouvoir, le 18 Brumaire en 8, l'état de l'enseignement est plutôt mauvais en France. Les écoles primaires sont mal organisées, manquent cruellement de moyens. Quant à l'enseignement secondaire, finalement, il n'a pas été réellement ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement secondaire. Il n'a pas été réellement organisé et finalement
la, la suppression de l'enseignement religieux organisé par la Révolution n'a fait qu'entraîner un vide que Napoléon doit désormais combler. Et Napoléon va chercher à le combler en créant une véritable politique publique en matière d'instruction publique. Et ça sera l'objet de notre problématique. Comment Napoléon organise une politique publique en matière d'instruction. Alors, pour répondre à cette question, nous évoquerons dans un premier temps la réforme napoléonienne de l'instruction publique, et en partant finalement des petites classes, de l'enseignement primaire pour aller jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc, grand A, l'enseignement primaire, et cet enseignement primaire reste relativement délaissé par Napoléon. Donc, grand A, un enseignement primaire délaissé. Alors, Napoléon euh, fait rouvrir en l'an 8 et en l'an 9 des écoles publiques dans les presbytères, tandis que les écoles privées restent aux décisions préfectorales. C'est le retour, dans un souci d'apaisement, des congrégations dans l'enseignement primaire. Alors, la préoccupation de Napoléon en matière d'enseignement public reste relativement faible. Chaptal, qui est ministre de l'Intérieur et qui, à ce titre, a la charge de l'instruction publique, puisque l'instruction publique dépend à l'époque du ministère de l'Intérieur, rédige un plan d'éducation en 1801 et il estime qu'il reste plus d'1,5 million, 1,1 million de garçons de 7 à 11 ans à former et il prévoit pour cela la création de 23 000 écoles pour pouvoir former les garçons de cette tranche d'âge. Et cela représenterait, selon lui, pour l'État, plus de 10 millions de francs. Néanmoins, cette ambition affichée par Chaptal ne fut jamais vraiment réalisée durant la période napoléonienne et Napoléon confia aux autorités locales le soin de créer des écoles et de choisir des maîtres. On laissait finalement chaque commune s'arranger avec son instituteur. La situation finalement précaire héritée de la Révolution se maintenait et l'entretien des écoles et les compétences des instituteurs, le niveau de compétence des instituteurs, restait un réel problème puisqu'il n'y avait pas de concours national destiné à valider le niveau de ces instituteurs. La création de l'université impériale, j'y reviendrai sur cette création de cette organisation administrative, par la loi du 17 mars 1808, ne change rien en la matière et les maîtres doivent avoir un diplôme, certes, selon la loi, doivent être surveillés par les inspecteurs d'académie, mais ceci reste un vœu pieux et il ne figure pas dans la hiérarchie du personnel de l'éducation de l'instruction publique. Ils n'ont pas de traitement fixe et ils ne reçoivent pas d'uniforme. Et là, très clairement, il y a une différence majeure entre leur traitement et le traitement des enseignants tels qu'on peut le voir dans les lycées. Alors, justement, les lycées, c'est le grand moment, c'est la clé de voûte de l'œuvre napoléonienne en matière d'instruction publique. Donc, grand B, les lycées, la clé de voûte de la politique éducative napoléonienne. En effet, finalement, l'instruction dans les écoles, au plus jeune âge, pour Napoléon, doit être réservée au plus grand nombre. Il suffit d'enseigner quelques rudiments de morale chrétienne, de doubler à partir de 1804 du catéchisme impérial, pour finalement former cette jeunesse populaire. La conception de l'enseignement de Napoléon est une conception méritocratique et élitiste, et c'est dans cet esprit qu'il crée les lycées. Pour Napoléon, en effet, il faut former une future élite compétente et fidèle à la nation. Et c'est l'enjeu de la loi du 11 Floréal an 10, 1er mai 1802, qui est préparée par
Fourcroy, qui est le directeur de l'instruction publique alors au ministère de l'Intérieur et qui est un chimiste. C'est un homme des Lumières, un ancien jacobin, favorable à une réforme profonde de l'enseignement, inspiré de la philosophie des Lumières de ce qu'on pu de ce qui a pu être appliqué à travers le despotisme éclairé au XVIIIe siècle. Alors, selon cette loi du 11 Floréal-Landis, les anciennes écoles centrales disparaissent et sont remplacées soit par des écoles secondaires communales, il s'agit ici de la refondation d'anciens collèges, soit par des lycées qui sont pour leur part donc publics. Dans ces lycées, l'enseignement est destiné à la fois aux lettres et aux sciences. On y enseigne les langues anciennes, la rhétorique, la logique, la morale, les éléments de sciences mathématiques et physiques. Les lycées ont au moins 6 professeurs, 4 pour les belles lettres et le latin, 2 pour les mathématiques. Il y a un lycée par arrondissement de tribunal d'appel et un proviseur est placé à la tête de chaque lycée. Il est accompagné d'un censeur qui doit suivre l'évolution de chaque élève et d'un procureur gérant qui s'occupe des dépenses. La loi prévoit tout de suite 6400 pensionnaires pour ces lycées qui doivent donc former la future élite de la nation, 6400 pensionnaires qui sont pris à charge par la République. Et en matière de distribution de lycées, il y a une certaine inégalité dans le territoire, puisque la ville la mieux fournie, c'est Paris. Paris qui ouvre 4 lycées dès 1802, Louis le Grand, l'ancien euh, collège de Clermont, qui porte alors le titre de lycée impérial, Henri IV, qui alors est nommé lycée Napoléon, le lycée Charlemagne et le lycée Condorcet, qui est nommé lycée Bonaparte. Le but du premier consul est de faire finalement du lycée l'aboutissement d'un cursus d'excellence. Et c'est pour cela que, selon lui, les écoles secondaires, les collèges qui sont privés, doivent mettre en adéquation leur programme avec les programmes du lycée, par rapport aux impératifs du lycée. Une fois la loi sur les lycées votée, des équipes d'inspecteurs généraux parcourent les départements pour juger de l'état du système scolaire. Et ils ont ici pour but de choisir les futurs boursiers des lycées, de préférence parmi les fils de fonctionnaires et de militaires pour créer une élite fidèle à Napoléon. Bonaparte cherche ainsi à créer un examen et à l'issue de cet examen, les meilleurs élèves des écoles secondaires sont admis dans les lycées. Par ailleurs, en complément de cette loi donc du 11 Floréal-Landis, un arrêté consulaire est promulgué en octobre 1802 et cet arrêté précise le mode de vie des lycées, le mode d'organisation et le quotidien des lycées. Il détermine par exemple l'uniforme que doivent porter les élèves et les enseignants. Les enseignants les administrateurs doivent porter en 1802 un habit à la française avec un manteau noir et un collet vert, une cravate de batiste de soie blanche et un chapeau français. Mais progressivement, cet uniforme de 1802 est remplacé à partir de 1806 par une robe académique que doivent porter les professeurs, les censeurs et les proviseurs. Les élèves, quant à eux, sont également astreints à un uniforme. Ils doivent porter un uniforme, alors tout d'abord en 1802, qui est un habit bleu à la française, qui devient progressivement un habit de couleur gris-fer avec un bicorne. Ils répondent à une certaine discipline militaire. Les élèves sont organisés en compagnies. Ces compagnies sont dirigées par
des sergents et des caporaux qui sont choisis parmi les meilleurs élèves. Et les différents moments de la journée sont rythmés par le tambour que bat le concierge, qui est un ancien militaire. Les punitions qui existent, comme la mise aux arrêts ou la privation de l'uniforme, sont directement inspirées de la discipline militaire. Par ailleurs, les pratiques d'enseignement sont à la confluence de plusieurs courants de pensée. Et dans ce domaine, comme dans bien d'autres, Napoléon cherche à trouver un compromis, à faire une synthèse entre l'enseignement tel qu'il pouvait être pratiqué sous l'Ancien Régime et l'enseignement inspiré, novateur, inspiré des Lumières et de la Révolution. Par exemple, il met à côté des humanités un enseignement beaucoup plus scientifique, basé sur les sciences dures. Euh, si l'on prend l'enseignement de l'histoire, au départ, c'est une histoire assez philosophique qui est enseignée, donc directement inspirée de la philosophie des Lumières, et progressivement cette histoire philosophique décline après le passage à l'Empire au bénéfice d'une histoire plus littéraire, donc plus traditionnelle, l'histoire finit par être supprimée en 1807 au concours des 4 lycées, l'ancêtre du concours général, donc concours entre les 4 grands lycées parisiens que j'ai évoqués tout à l'heure, tandis que se maintiennent au contraire des épreuves beaucoup plus traditionnelles, par exemple les épreuves de latin et de grec, de thèmes et de vers latins, ou encore en classe de rhétorique, de discours français et latin. Synthèse également quand on considère le rapport à la religion. Alors, en effet, selon la loi de 1802, du 11 Floréal-Landis, l'enseignement dans les lycées est fondamentalement laïque. Il n'est fait aucune référence à la religion et néanmoins, Napoléon est convaincu qu'il doit y avoir une introduction de principes chrétiens, y compris dans l'enseignement public. Et c'est pour cela que dès 1803, Portalis, comme directeur des cultes, réussit à faire rentrer un aumônier dans les lycées. Et cette tendance ne fait qui fait que Napoléon cherche à s'appuyer sur la morale religieuse dans l'enseignement dans les lycées, ne fait que s'accroître après le passage à l'Empire. Napoléon considère, et ça j'y reviendrai dans la reprise sur la religion, que la religion est un ferment d'ordre social. Il a une conception très sociale de la religion il estime que une absence de morale religieuse pourrait symboliser un retour, pourrait marquer un retour à un esprit qui ne souhaite pas vous revoir, savoir l'esprit de la terreur. Il est écrit par exemple à Fourcroy que l'homme sans Dieu, je l'ai vu à l'œuvre en 1793, cet homme-là, on ne le gouverne pas, on le mitraille, de cet homme-là j'en ai assez. Ah, et c'est cet homme-là que vous voudriez faire sortir de mes lycées. Non, non, pour former l'homme qu'il nous faut, je me mettrai avec Dieu, car il s'agit de créer, et vous n'avez pas encore trouvé le pouvoir créateur, apparemment. Donc il faut voir ici, à travers cette formule finalement assez peu sympathique à l'égard de Fourcroy, qui défend un enseignement vraiment complètement laïque, une tension entre deux courants durant le Consulat et l'Empire, un courant qui n'a pas rompu les liens avec un enseignement traditionnel et un courant beaucoup plus laïque, inspiré de ce qui aurait pu être fait si la Convention s'était maintenue après 1795, ce qui aurait pu être fait sous la Révolution. Les lycées, néanmoins, il y a un hiatus entre la théorie qui est donc mise en place dans les lois et la pratique. Les lycées comportent un certain nombre de difficultés lors de leur création, un certain nombre de failles. La première faille vient des effectifs. Les lycées sont en effet des effectifs peu nombreux, ils peinent à recruter des élèves, les effectifs dépassent rarement les 200 et la moitié, voire les 3/4 sont des boursiers de l'État recrutés parmi les fils d'officiers et de fonctionnaires.
Les fils de notables rentiers préfèrent ainsi les écoles secondaires ecclésiastiques et les institutions privées. L'autre grief qui est adressé à l'organisation des lycées tient à la médiocrité de la formation des professeurs. Euh, ça, c'est un réel problème. Souvent, pour reprendre un rapport de Fourcroy, les places dans les lycées et les écoles secondaires sont occupées par des vieillards et des hommes qui touchent à la vieillesse. Il y a très clairement un déficit de formation et notamment un déficit de formation des jeunes professeurs, et c'est ça c'est à ce problème que va tenter de remédier Napoléon lorsqu'il va organiser l'université en 1808. Alors, troisième élément donc de cette politique d'instruction publique, la réorganisation de l'enseignement supérieur. Alors, on compte sous l'Empire 4 facultés de théologie, 6 de médecine, 12 de droit et 27 de sciences et de lettres. Les facultés de droit et de médecine sont recréées et remplacent les écoles spéciales qui avaient été créées sous la Révolution. À côté de ces facultés, on compte différentes écoles d'excellence destinées à former les futurs cadres du régime, les grands corps de l'État, en quelque sorte, euh, principalement dans les domaines militaires et de l'administration. Et pour cela, Napoléon s'appuie sur un héritage révolutionnaire très clair, avec il y a quand même 2 grandes écoles majeures qui avaient été créées sous la Révolution, l'école polytechnique en 1795, l'école normale supérieure également, il apporte également sa pierre à l'édifice en créant l'école spéciale impériale militaire de Saint-Cyr en 1802, le Prytanée militaire français de la Flèche en 1805 et l'école spéciale de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye en 1809 qui devient à la chute de l'Empire, sous la Restauration, le cadre noir de Saumur. Donc, le but de Napoléon est ici très clair, limpide. Il s'agit de créer une élite d'excellence qui serait fidèle au consulat et à l'Empire. Alors néanmoins, malgré donc cette volonté affichée sous le consulat notamment avec la loi sur les lycées, il reste un problème d'organisation et de cohérence de ce système éducatif public mis en place par Napoléon. Et c'est cette question de la cohérence qu'il tente de régler par l'imposition d'un ordre administratif à l'enseignement. Donc, grand 2, l'imposition d'un nouvel ordre administratif à l'enseignement, avec une première sous-partie sur l'unification. Pourquoi unifier l'administration de l'enseignement? Alors, en effet, face au lycée, pourquoi unifier cela? C'est que face au lycée public, l'enseignement privé, laïque, mais surtout confessionnel, il faut bien le dire, était en plein essor après la signature du Concordat. C'est l'essor notamment des petits séminaires qui se développent et qui sont en vogue, notamment chez la notabilité. Euh, le problème est donc ici politique pour Napoléon. Il faut trouver des fonctionnaires fidèles, des enfants de la bourgeoisie et de la notabilité fidèles qui ne fuient pas les lycées. Et cet impératif devient de plus en plus prégnant au fur et à mesure que les tensions entre Napoléon et la papauté sont de plus en plus fortes. J'y reviendrai à la prochaine séance, mais bien évidemment, au fur et à mesure des tensions croissantes en 1808-1809, il est très clair que l'enseignement confessionnel, l'enseignement religieux est un potentiel vecteur d'opposition à l'Empire. Peu à peu se fait ainsi l'idée que l'éducation publique appartienne à l'État, et pour Napoléon, cette question est donc éminemment politique. Ces motifs justifient la création de l'université impériale par la loi du 10 mai 1806. Alors, par cette loi, donc, l'université avec un grand U est créée.
sous le nom d'université impériale, c'est un corps exclusivement chargé de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'Empire. Pour reprendre le texte de la loi, c'est donc, en d'autres termes, la création juridique du corps enseignant. Il s'agit ainsi d'une véritable, le corps enseignant est créé, il s'agit ainsi d'une véritable corporation laïque organisée suivant le modèle d'une congrégation, mais cette fois-ci laïque. L'université est organisée ensuite par le décret impérial du 17 mars 1808. Alors, par université, vous l'aurez compris, il ne faut pas entendre l'université de la Sorbonne. L'université, ici, ce sont les institutions, c'est l'administration qui chapeaute l'ensemble de l'instruction publique, des écoles primaires jusqu'aux facultés. Elle est indépendante théoriquement vis-à-vis de l'empereur, mais en réalité, elle doit lui rendre des comptes et elle est composée d'un pouvoir bicéphale. Ça sera l'objet de ma deuxième sous-partie, un pouvoir bicéphale, grand maître de l'université et conseil de l'université. Alors d'un côté, vous avez en effet le grand maître de l'université qui est nommé par Napoléon. Il s'agit deux candidats sont sur les rangs. D'un côté, Fourcroy, bien évidemment, qui est un homme, qui est l'homme de l'instruction publique de Napoléon, hein, euh, euh, sous le consulat, et de l'autre côté, Louis de Fontanes. Alors, Napoléon décide de choisir Fontane et c'est tout sauf un choix anodin. Fourcroy, donc je l'ai dit tout à l'heure, représentait l'enseignement novateur, l'enseignement des Lumières. Au contraire, Fontane, qui est un monarchiste, un ancien partisan des Bourbons, un poète monarchiste rallié à l'Empire, est favorable à un enseignement beaucoup plus traditionnel, avec une très forte présence du latin et du grec, mais aussi de la morale religieuse. Et ce choix de Fontane, c'est un choix éminemment politique. Il s'agit de réintroduire de la religion dans l'enseignement laïque, mais il s'agit en même temps de couper l'herbe sous le pied des établissements religieux qui chercheraient à devenir des espaces d'opposition à l'Empire. Ce qu'il faut voir dans cette domination de Fontane, c'est avant tout cette volonté-là. En effet, parallèlement, les établissements privés, que ce soit les institutions ou les pensions, sont rattachés à l'université. Ces établissements doivent être autorisés sous forme de brevets pour une période de 10 ans, moyennant finance. Donc il y a une forme de tutelle de l'université sur ces établissements privés. Euh, Surtout, l'université impose à ces établissements deux servitudes, deux tutelles. Une tutelle financière, puisque ces institutions privées, ces écoles et collèges privés doivent verser une redevance égale pour tout élève au 20e du montant de la pension d'internat, et une deuxième tutelle pédagogique, ces collèges et écoles privées doivent euh, euh, faire obligation aux candidats, à leurs candidats, pour qu'ils présentent le baccalauréat, d'un certificat d'études qui attesterait qu'ils ont effectué les 2 dernières années de leur scolarité dans l'enseignement public. Ce monopole de l'université ne fait que s'accroître au fur et à mesure des tensions entre Napoléon et Pie VII. Deuxième tête du pouvoir de l'université, c'est le conseil de l'université. Et là, un petit peu dans le même esprit, Napoléon, qui recrute parmi ses proches et parmi des milieux finalement qui remettraient un petit peu de morale religieuse tout en finalement un petit peu se dédouanant d'éventuelles critiques de la part de l'enseignement privé. Par exemple, il met Monseigneur de Villaret, qui est l'un de ses fidèles, qui est ancien évêque d'Amiens, ancien archevêque de Turin, qui a organisé la mise en œuvre du Concordat. On retrouve également parmi ces personnalités Louis de Bonald, théoricien contre-révolutionnaire et rallié provisoirement à l'Empire. Alors,
Ce conseil de l'université doit assurer les règlements et les budgets des établissements, mais aussi la discipline et certains contentieux. Alors, troisième élément dans cette administration, dans ce nouvel ordre administratif, les recteurs. Les recteurs et l'administration de l'éducation nationale, de l'instruction publique. Grand C, donc les recteurs et l'administration de l'instruction publique. Donc les recteurs sont quant à eux placés à la tête de chaque académie qu'ils gouvernent, qu'ils sont censés gouverner, et il y a une académie, comme pour les lycées, il y a une académie par arrondissement de cour d'appel. Ils sont eux-mêmes recrutés d'un conseil. Donc, vous voyez, finalement, il y a une transposition du modèle hiérarchique pyramidal qu'on pouvait voir avec les préfets, un modèle administratif pyramidal, dans le domaine de l'éducation nationale. Par ailleurs, du recrutement jusqu'aux retraites, les carrières du personnel enseignant sont soigneusement réglées, normées, et l'obligation pour chaque fonction de grade définie vise à constituer une forte armature, mais aussi une certaine unité, notamment sur le plan idéologique, dans le corps enseignant. Et c'est à ce titre que la loi de 1808 décide de réorganiser les grades du baccalauréat, qui est réorganisé comme diplôme d'État en 1808, mais aussi de la licence et du doctorat. Par ailleurs, les enseignants des écoles commencent à être recrutés par le biais de l'école normale qui est ouverte en 1810 et également de l'agrégation. Alors, dans un troisième temps, je vais évoquer la transposition de ce modèle éducatif français en Europe et notamment dans les départements annexés. Donc, la transposition du modèle éducatif napoléonien en Europe, avec un grand A sur une transposition des départements annexés au royaume frère. Alors, cette transposition se fait d'abord dans les départements qui sont annexés à l'Empire français, enfin dans les régions qui sont annexées à l'Empire français, qui sont transformées en départements. On pense notamment aux départements italiens, d'Italie du Nord, aux départements belges ou aux départements hollandais. Alors, si on prend par exemple l'exemple de la Hollande, le royaume de Hollande, donc où régnait Louis Bonaparte, est annexé en 1810 à l'Empire, et il y a une vraie tentative pour introduire le système français sous l'impulsion de l'inspecteur général Van den Ende. Van den Ende organise une réforme inspirée de la France avec le décret impérial d'octobre 1811 qui rationalise l'enseignement et la carte scolaire sur le modèle de l'université impériale. 2 académies sont créées, chacune conservant sa faculté. L'une est à Leyde, l'autre est à Groningue, tandis que 3 lycées sont créés à Leyde, à Utrecht et à Groningue. Par la suite, Van den Ende fait une véritable tournée d'inspection dans les départements hollandais et rédige un projet de réforme en 1813 dont les principes reprennent en grande partie les principes de l'école de l'instruction publique napoléonienne. Il y a la volonté dans ce projet de réforme d'instaurer une uniformité de l'enseignement, une promotion de l'instruction publique générale, la volonté de créer un enseignement véritablement méritocratique pour former des élites, et également la création d'une instruction publique solide à partir de la langue française, mais aussi des mathématiques, de l'histoire et de la géographie, qui auraient ici en Hollande une place beaucoup plus importante qu'avant. Ces réformes sont également instituées, et là j'en parlerai que de façon allusive, puisque ce n'est pas le programme que nous avons. Nous ne devons pas parler dans le programme que nous avons déterminé nous ne devons pas parler des royaumes frères, mais certains principes éducatifs français sont introduits dans les royaumes frères. On pense notamment au royaume de Westphalie, où règne Jérôme Bonaparte. On pense également au royaume d'Espagne, avec Joseph qui met en place après la suppression de l'Inquisition en 1808
et des ordres réguliers en 1809, un certain nombre de réformes. Il crée des lycées et il met en place un certain nombre de réformes inspirées véritablement du despotisme éclairé, avec une véritable laïcisation de l'enseignement en Espagne, ce qui déclenche, ce qui contribue à nourrir encore plus l'opposition religieuse à la présence française. Euh, alors, néanmoins, malgré cette imposition, il y a des tentatives d'adaptation aux réalités locales du fait de ces résistances qui peuvent avoir lieu. Donc, grand B, une adaptation aux réalités locales. En effet, on le voit particulièrement dans le cas des départements annexés. Par exemple, dans le cas des départements flamands, les enseignants recrutés par les jurys dans le département de la Lys, donc préfecture Bruges, sont tenus de connaître à la fois le français et le flamand. Et lors de la distribution des prix aux élèves de Tielt, de la ville de Tielt en juin 1807, on retrouve parmi les matières récompensées la traduction du français au flamand et du flamand au français. Donc là, très clairement, il y a une volonté d'adapter l'enseignement du français aux réalités locales. Cette adaptation, on la retrouve sur le plan religieux également, dans le cas, pour les royaumes frères du royaume d'Italie, mais également dans le cas des départements italiens. Les départements annexés, donc aussi bien piémontais que toscan ou jusqu'au département du Latium. Et dans ces départements, il y a certes la création d'un enseignement public, mais la volonté très claire de préserver un enseignement primaire et un enseignement secondaire aux mains des congrégations religieuses. Alors, néanmoins, cette politique marque dans ces départements un relatif échec. Elle reste inachevée. Donc, grand C, une politique inachevée. En effet, en Hollande, Van den Ende échoua à mettre en place sa réforme de 1813 du fait à la fois de la conjoncture géopolitique défavorable à la France, mais aussi pour des raisons structurelles. L'opposition radicale au nouveau régime en est une, l'opposition notamment des élites hollandaises, mais aussi la méfiance vis-à-vis de la centralisation administrative et de la hiérarchisation des écoles, dans des régions où la commune était souvent un espace de liberté et un espace politique de référence. La peur également d'une concurrence entre les établissements est également présente, et la peur également qui est également visible en Italie, de voir des Français considérés comme athées, d'empêcher toute expression de la religion. Et c'est ce qui existe également en Espagne, si on reprend l'exemple de l'Espagne pour les royaumes frères, avec, suite à la création donc des lycées, les lycéos sur le modèle français en 1809, les effectifs d'élèves scolarisés en Espagne restent largement en deçà des objectifs et restent très insuffisant. Alors, néanmoins, malgré donc ces limites, aussi bien en France, nous l'avons vu avec les limites des lycées qu'en Europe, Napoléon réussit à le premier à créer une véritable politique publique en matière d'instruction. Finalement, il jette ici les bases de ce qu'on appelle au cours du XIXe siècle toute la politique scolaire du XIXe siècle. Depuis la loi Guizot de 1833 sur l'enseignement primaire et sur les écoles de jeunes garçons, jusqu'aux lois Ferry, finalement, qui parachèvent ce mouvement de loi scolaire, de démocratisation de l'enseignement, donc en 1881-82. Pour la première fois, par le biais donc notamment de la création des lycées, l'enseignement, l'instruction devenait une prérogative régalienne, ce qui est une spécificité française sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui.